Donc, bonjour, Kwei Hi. Mon nom est Gabrielle Legendre. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique pour la sécurisation culturelle en santé et en services sociaux. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette activité qui est ouverte à tous. Donc, ça marque le début, je dirais, d'une réflexion sur l'évaluation en sécurisation culturelle. On a prévu avoir une autre activité là, à la fin de la programmation de cette année sur cette thématique-là. Donc, on va effleurer un peu ce sujet-là dans notre activité aujourd'hui. Donc, on a l'Observatoire des réalités autochtones urbaines du regroupement des centres amitiés autochtones qui est avec nous aujourd'hui, qui a mené une démarche rigoureuse de suivi et d'évaluation des projets qui ont été financés dans le cadre du programme de soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a été mis en place en 2021. Donc, à travers l'analyse de certaines des initiatives qui ont été déployées par les centres d'amitié autochtones de 2021 à 2024, le rapport qui a été fait met en lumière des barrières qui persistent et aussi des pratiques prometteuses et des modèles innovants qui renforcent la sécurisation culturelle des services de première ligne pour les populations autochtones en milieu urbain. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Julie Girard et Audrey Pinsonneau, qui vont se présenter et qui vont pouvoir là, vous présenter les fruits de cette étude-là. Je pourrais aussi déposer le rapport qui est en français et en anglais là, dans la conversation là, pendant la présentation. Donc, Julie et Audrey, bonne présentation. Nishkumeten Gabriel, Milu Takuchin Kasnoe Tachek, Shulini Shinikashun, Mashtawiyat Nuchin, Kanikanipit, Atushesh Tuatao, Ilnut Sutena Kapta. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Là. C'est vraiment une belle opportunité là, que le ministère nous a, puis la communauté de pratique nous a fait de pouvoir présenter là, les travaux d'évaluation qu'on a fait là, par rapport à la démarche là, justement d'évaluation des services en santé mieux-être. Je suis accompagnée de Audrey, que je vais laisser se présenter, qui est une complice là, vraiment précieuse là, pour le mouvement des centres d'amitié. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Moi, je m'appelle Audrey Pinsonneau, puis je suis conseillère en évaluation des programmes et services dans l'Observatoire des réalités autochtones urbaines du regroupement. Ça fait quelques années, là, 7 ans, que je fais partie là, je travaille dans le mouvement des centres d'amitié autochtones. Fait que je suis très heureuse qu'on puisse vous présenter les résultats de cette démarche d'évaluation-là qui a duré quand même plusieurs années. J'y vais dès maintenant avec le partage là, de notre présentation. Dans le fond, est-ce que tout le monde voit bien notre écran? J'imagine que oui, je vois Gabriel qui me fait un beau sourire. Donc, comme je le disais, là, on va vraiment vous présenter comment le programme de soutien financier pour améliorer l'accès aux services de première ligne culturellement sécurisants pour les populations autochtones en milieu urbain. On va venir vous présenter comment on a évalué cette démarche-là. Comme le disait Gabriel, on va aussi aborder justement l'accessibilité, les forces de la collaboration, les défis aussi. Puis on va conclure là, sur certaines réflexions. On a déposé ce rapport-là complet au ministère là, en décembre. Vous avez là, justement là, à la fin de la rencontre là, les versions là, françaises et anglaises de ce rapport-là. Julie, je vais te demander de juste ralentir un petit peu le débit. Parfait, merci. Donc, si je poursuis, ce qu'on va aborder aujourd'hui à l'agenda, dans un premier temps, on va vous présenter là, le mouvement des centres d'amitié, la place qu'il y a au Québec. On va vous parler de la mise en contexte de la démarche également. On va vous présenter les résultats là, d'évaluation. Là. On avait 4 axes qu'on évaluait là, dans la démarche là, d'implantation des cliniques dans le mouvement, les cliniques autochtones. Puis, on va conclure là, sur les apprentissages collectifs, conclusion et avec une période d'échange et de discussion.
Donc, qu'est-ce que le mouvement des centres d'amitié pour ceux qui ne connaissent peut-être pas qu'est-ce que fait ce mouvement-là au Québec? On s'inscrit dans un premier temps dans un mouvement qui est national, donc qui est partout au Canada. Au Québec, plus spécifiquement, on regroupe là, ces 14 villes qui accueillent des centres d'amitié ou des points de service. Vous avez les logos là, au centre de la présentation. Ces centres d'amitié-là qui sont sur pied là, depuis fin des années 60, donc ont un ancrage dans les villes là, depuis quand même assez longtemps au Québec. Avec le temps, on a décidé de se regrouper ensemble, ce qui a amené la création justement du regroupement des centres d'amitié autochtones, qui est la voix collective de l'ensemble des centres d'amitié autochtones du Québec. En parallèle, là, justement, il y a une société immobilière aussi qui a été fondée, qui vient justement permettre l'accès à des résidences pour les étudiants autochtones dans les villes, principalement là, à Trois-Rivières et à Sept-Îles. Donc, ça, c'est notre beau grand mouvement, si on peut dire, là, des centres d'amitié. Nous, l'Observatoire des réalités autochtones urbaines, on s'inscrit dans ce mouvement-là pour tout développer une culture évaluative, des projets de recherche pour justement faire rayonner là, les questions autochtones urbaines au Québec. Vous avez ici la carte là, du mouvement des centres d'amitié qui permet de visualiser où sont implantés les différents centres d'amitié partout dans la province. Grosso modo, puis c'est ce qui est beau avec les centres d'amitié, c'est qu'ils ont une mission commune qui est semblable, qui vise vraiment à améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones dans les villes. Fait que c'est vraiment un mouvement qui est ancré sur les besoins des Autochtones dans les milieux urbains, là, dont vous avez la liste au bas de l'écran. C'est intéressant parce que c'est un modèle d'autodétermination autochtone qui est unique dans les milieux urbains, où ce que justement on vient offrir des services, répondre à des besoins vraiment par rapport aux enjeux que vivent les Autochtones dans les différentes villes. Trois-Rivières, Montréal, Sept-Îles ont toutes leurs réalités uniques, particulières en termes de population autochtone, en termes de besoins, en termes de services. Ça, c'est une des grandes forces du mouvement, c'est d'être capable de s'adapter. Chacun des centres va vraiment être en réponse aux besoins de son milieu, ancré là, dans les villes et les populations autochtones qui dessert. La culture est vraiment au cœur des actions des centres d'amitié. C'est ce qui les distingue là, beaucoup dans les villes. Et on a vraiment, chacun des centres a une responsabilité envers leurs membres de répondre à leurs besoins, leurs aspirations et de les rassembler. Le regroupement, pour sa part, ben, sa mission, un peu comme je le présentais plus tôt, est vraiment le rassemblement là, de ces différents centres-là ensemble qui s'unissent justement pour agir pour la défense des droits et des intérêts des citoyens autochtones dans les villes. Donc, c'est vraiment la force collective qui se traduit dans le regroupement. On contribue au développement de solutions concrètes, là, puis des politiques publiques pour le mieux-être des Autochtones en milieu urbain. On travaille aussi à des stratégies innovantes et surtout, on appuie les centres d'amitié dans leur mission propre. Pour notre part, l'Observatoire, on a été créé en 2022, ce qui nous a amené à avoir une mission qui est vraiment de rassembler, comprendre et partager des connaissances en lien avec les questions de l'autochtonie urbaine, tout en plaçant au cœur de nos actions les savoirs, les expertises des Premières Nations et des Inuits pour le bénéfice de l'ensemble de la société. Donc, on est vraiment dans l'action, puis notre souhait, c'est vraiment de rassembler les connaissances, les données qui existent sur les Autochtones. Souvent, on dit qu'on est le sujet le plus étudié, mais souvent, la lunette de l'autochtonie urbaine est mise de côté. Fait que c'est un peu le rôle qu'on vient jouer, c'est de prendre les données existantes, les constats qui existent sur les réalités autochtones et d'y
de faire rayonner la dimension urbaine. On veut aussi aller comprendre lorsqu'il y a des lacunes ou un manque d'informations sur cette réalité-là de l'autochtonie urbaine. Et finalement, on veut partager justement ces résultats-là, un peu comme on fait aujourd'hui pour justement enlever un peu l'invisibilité des questions autochtones dans les villes. On a 4 thématiques prioritaires de recherche qui émanent justement de consultations qu'on a fait avec les Autochtones en milieu urbain, avec des aînés, avec les centres d'amitié, mais aussi avec des partenaires universitaires ou de recherche au Québec. Donc, nos thématiques prioritaires sont vraiment la culture et l'identité, donc qui est transversale à tous nos projets. C'est ce qui nous distingue, veut pas, les cultures des Premières Nations et du peuple inuit. Il y a la question de la santé et du mieux-être individuel et collectif. On le voit aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble, là, cette question-là, aujourd'hui ensemble. La question du chez-soi, du logement, parce qu'il y a une perspective qui est complètement différente là, de l'habitat. Donc, ça, c'est une question qu'on approfondit à l'Observatoire et finalement, toutes les questions de gouvernance en contexte urbain qui sont nos thématiques de recherche prioritaires. Je vais passer la POC à ma collègue Audrey qui va venir vous mettre en contexte là, la démarche d'évaluation qu'on a faite pour, en collaboration avec le ministère pour les services et santé mieux-être dans les centres d'amitié autochtones du Québec. Merci, Chouli. Chouli, c'est la directrice de l'Observatoire. On est une équipe dans l'Observatoire. Il y a des chercheurs, un analyste, scientifique en résidence. Puis il y a moi, je m'occupe surtout de l'évaluation. Pas que je suis toute seule là-dedans. Là. On est des collègues, on collabore ensemble, mais ça montre que ça fait partie un peu, là, c'est une des actions importantes de l'Observatoire quand même, l'évaluation, parce que ça répond à des besoins concrets et immédiats là, aussi des centres d'amitié qui sont membres du regroupement. Fait que le contexte de l'évaluation, qu'on vous présente les résultats aujourd'hui, il y a eu un financement qui a été annoncé par le M3S en mai 2021. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, qu'on était content d'avoir, là, évidemment. Le contexte dans ce temps-là, on était encore en contexte de pandémie, puis il y avait vraiment un consensus là, qui émergeait, qui arrivait au Québec autour de l'urgence d'agir. On avait plusieurs commissions d'enquête, des résultats qui avaient été des appels à l'action. Il y a eu le drame du décès de Joyce Echaquan aussi, qui a été assez marquant là, dans le lancement de ce nouveau financement-là. Ce programme-là qui a été annoncé, qui a débuté en 2021 du M3S, il est assez historique là, parce que dans ses balises, il vient vraiment reconnaître l'expertise des centres d'amitié autochtones puis l'importance des aspects culturels, spirituels et collectifs de la santé et du mieux-être des Autochtones, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment eu avant. Donc ça a été vraiment une belle avancée. Là, ce programme-là a été vraiment bien accueilli. Au moment de cette annonce-là, il y avait déjà dans le mouvement des centres d'amitié, c'est important de dire que depuis toujours, les centres d'amitié, ça fait partie de leur mission d'offrir des services qui supportent la santé et le mieux-être de leurs membres. Là. Mais pas toujours avec des moyens adéquats. Il y avait déjà 5 centres d'amitié où il y avait des cliniques en santé et mieux-être autochtones. Puis là, on utilise le mot clinique vraiment pour dire qu'il y avait c'était possible de consulter sur place dans les murs du centre d'amitié des professionnels de la santé, soit médecins, infirmières ou autres professionnels. Fait qu'on avait déjà des choses d'entamer, du travail de fait, mais ce n'était pas tous les centres qui avaient eu les moyens de faire le développement de ce genre de service-là. Puis on n'avait pas l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Donc, on avait quand même un départ en 2021. Puis dans le contexte, l'Observatoire a été créé en cours de route en 2022. Donc, en 2021, on n'avait pas encore l'Observatoire. Donc, à travers l'évaluation est venu aussi se raffiner là, un peu nos façons de faire de la recherche et de l'évaluation avec toute l'équipe de l'Observatoire. C'est vraiment venu accompagner notre démarche d'évaluation où, pour nous, c'était un financement important là, des centres d'amitié. Donc, l'évaluation provinciale était vraiment importante pour venir soutenir l'amélioration continue des services dans les centres, mais aussi à les pérenniser un peu, assurer, là, en tout cas, on souhaite assurer la pérennité de ce genre de financement-là. Alors, voilà.
le regroupement, c'est une grande équipe. Il n'y a pas juste l'Observatoire. On a beaucoup de gens. On a des gens qui s'occupent des services directs au centre qui sont membres du regroupement. Il y a le développement stratégique. Il y a une équipe de communication. Bref, on a beaucoup de monde. Je Oui, vais je te parle. demander de ralentir un peu encore. Merci. Pauvre Sophia, là, on t'aide pas, là. On Euh, remercie notre interprète Sophia qui fait un excellent travail. Donc, c'est pas seulement l'Observatoire, mais le regroupement travaille beaucoup. Tu sais, on permet au centre d'amitié de se rassembler, de se consulter, de se concerter. Puis, il y a un travail qui avait déjà été fait, là, de vraiment consolider c'est quoi la vision de la santé et du mieux-être qui est partagée à travers notre mouvement. C'est sûr qu'il y a des savoirs autochtones à l'intérieur des différentes cultures, des différentes nations autochtones au Québec, mais bon, comme on est un mouvement où il y a plusieurs nations, des Premières Nations inuites, ben, c'est important que notre vision elle soit quand même globale. Donc, vous avez devant vous la vision de la santé autochtone dans le mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec. Puis, tu sais, c'est une vision qui est tellement large que, tu sais, c'est comme si la santé et le mieux-être, c'est l'ensemble d'un centre d'amitié, en fait. Donc, c'est une citation là, qui a été recueillie pendant l'évaluation, mais tu sais, c'est vraiment solide. Puis l'aspect, tu sais, des fois, dans le monde de la santé et des services sociaux, on essaie d'avoir une approche plus holistique de la santé. Bien, en contexte autochtone, l'aspect holistique fait partie intégrante de la vision de la santé. Là. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour après aller essayer d'être holistique. Là. L'holisme est vraiment là. C'est comme une démarche qui est très naturelle, qui émane des gens, puis qui émane du collectif. Fait que c'est même plus difficile ou c'est des enjeux d'avoir des définitions communes parce que c'est tellement ancré que là, ça devient des défis, des enjeux, mais c'est quand même un beau pas qui a été fait justement de se définir une vision de la santé collective. Puis elle a été ancrée, ces définitions-là, puis tu me corrigeras, Audrey, mais dans les termes soit Atikamekw, soit Anishinaabe, soit Inuit, soit Innu, justement pour construire cette définition commune-là, parce que le consensus était plus facile à faire dans les langues autochtones que de le traduire nécessairement en français, avec des termes comme Milelwimun, Minopimatiziwin, excusez mon Anishinaabe. Miro-Matizouen, En Atikamekw. Ben, c'est vraiment dans l'ensemble, c'est des concepts qui incluent vraiment, c'est vrai. Puis, tu sais, d'ailleurs, nos collègues au Centre d'amitié de Val-d'Or, ils appellent leur initiative, là, ce qui a été financé avec ce financement-là, l'initiative Minopimatiziwin. Donc, voilà. Donc, ça a vraiment un ancrage dans les langues, puis ça fait vraiment du sens, là, cette façon-là de voir la santé et le mieux-être. On peut continuer sur notre démarche d'évaluation. Donc, la démarche d'évaluation, bien, premièrement, elle a été validée par nos équipes des centres d'amitié, mais aussi par le M3S. On a travaillé vraiment en collaboration pour construire même le cadre d'évaluation. C'est un cadre d'évaluation. La démarche, elle respecte toutes les lignes, les principes de base, les lignes d'action qu'on préconise en recherche. On a un document de référence, là, un cadre de référence sur la recherche qui est commun dans le mouvement des centres d'amitié autochtones. Donc, vous pouvez aller le lire si jamais vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Comme c'est dans la mission de l'Observatoire, mais aussi dans les principes de base là, de la recherche du mouvement, on accorde vraiment une place prépondérante au savoir et aux expertises autochtones parce qu'ailleurs, il y en a moins de place accordée à ces savoirs et expertises-là et qui sont centrales et cruciales. On privilégie des méthodes collectives et participatives. Dans le mouvement, c'est vraiment, tu sais, c'est la force du mouvement, c'est qu'on va peut-être aller un peu moins vite, mais on avance tous ensemble. Donc, en utilisant des méthodes collectives, des méthodes participatives, on permet vraiment à ce que les gens échangent, partagent. Les équipes des centres d'amitié, ils travaillent très fort, très vite. Donc, les occasions de pouvoir partager. Donc, tu sais, il faut vraiment multiplier les occasions de partage, puis aussi d'amélioration continue, puis de renforcement des capacités aussi en évaluation à l'intérieur dans les centres, dans nos équipes. Je vais sauter tout de suite au dernier. Ça s'appuie sur des collaborations qui nous enrichissent, qui nous permettent vraiment de nous améliorer. Nous, on a collaboré avec une chaire de recherche en santé autochtone, par exemple, pour le côté plus technique, évaluation clinique là, de services, parce que ce n'était pas une expertise qu'on possédait encore. On collabore aussi avec Val d'Or
et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qui mènent de manière indépendante, là, autonome, leur propre évaluation des services. Donc, etc. Là, on a beaucoup de collaborations qui viennent enrichir ça. Et en dernier, je dirais que ça mise vraiment sur l'écoute et l'observation. Puis, si tu permets, Julie, je te passerai le flambeau juste quelques secondes pour illustrer à travers ta langue comment l'écoute et l'observation peut vraiment trouver un ancrage. Là. C'est ça, dans le mouvement, puis dans l'observatoire, on essaie justement d'avoir une approche évaluative, puis une approche de recherche qui est basée sur vraiment voir et écouter. Puis là, je vais faire référence à ma langue, mais en Nilwewoon, tu sais, les deux principaux verbes, là, c'est justement voir et écouter, nous apprendre, nous apprendre. Et en français, c'est complètement autre chose. La logique est basée sur le verbe être et le verbe avoir. Tu sais, fait que ça l'amène déjà une conception du monde qui est différente parce que nous, on base vraiment notre vocabulaire, notre compréhension du monde sur l'écoute et l'observation. Puis, en parallèle avec ça, c'est que là, je fais encore le comparatif avec la langue française, mais ce qui vient diviser un peu le monde, c'est le genre masculin et le genre féminin. C'est comme ça que les verbes vont s'accorder, c'est comme ça que les structures de la langue puis que la pensée est faite. Tandis que pour le Nilwewoon, qui est la langue de ma communauté, ben, nous, le vocabulaire, les verbes vont s'accorder en fonction, est-ce que c'est animé, vivant ou inanimé? Donc, ça l'amène comme une autre compréhension, une autre façon de faire la recherche puis de se positionner justement dans une posture, tu sais, justement, parce qu'on va mettre beaucoup d'attention sur notre présence comme humain, comme vivant, à observer et à écouter ce qui est le vivant, puis d'essayer de le comprendre de cette façon-là, plutôt que d'essayer d'avoir des connaissances ou de les questionner. On est vraiment plus dans une posture d'humilité, d'écoute, puis de participation, tu sais, d'observation. Fait que ça l'amène à travailler un peu différemment. On est comme équipe de recherche, là, comme observatoire, puis on porte bien notre nom, mais on est beaucoup sur le terrain à observer, écouter. On est souvent dans le coin ou à mettre la main à la pâte, à faire la bannique avec les gens dans les centres d'amitié, parce que c'est comme ça qu'on s'imprime puis qu'on comprend là, ce qui se passe dans notre mouvement et ailleurs. Ben ça, c'est juste la page couverture de notre rapport, fait qu'on passe au prochain. Mais vous y avez accès, là, parce que vraiment, OK, on n'a pas, c'est plus après. Super, je pense, je savais pas. Yael d'après. Non, non, c'est vraiment correct. Les méthodes qu'on a utilisées, là, on a parlé beaucoup de l'approche, là, de comment on travaille, mais écoute et observation, on les a vraiment mis comme une des méthodes hein, dans notre démarche d'évaluation. Parce que c'est important de dire que les activités d'évaluation, en autant que possible, on essaie de les arrimer aux activités régulières du regroupement, donc aux activités de suivi, d'accompagnement, de formation, de consultation. On est souvent dans l'action, donc on essaie de s'arrimer pour simplifier l'évaluation, pour pas que ça devienne lourd là, pour les centres d'amitié d'avoir des activités d'évaluation qui se collent par-dessus leurs autres activités parce que tout le monde est très occupé dans le mouvement des centres d'amitié à répondre à des besoins urgents sur le terrain. Fait que dans le respect de ça, l'écoute et l'observation, c'est vraiment une des méthodes importantes. Donc, les entretiens informels au bar, pendant les pauses, lors des activités, les appels de suivi, des visites aussi dans les centres où on est toujours en posture d'écoute pour récolter des informations et des données. On a aussi eu des questionnaires là, écrits qui ont été distribués, administrés au centre d'amitié par saison pour qu'ils nous fassent un peu un portrait de comment ça se passe, les services de santé mieux-être dans leur centre, pour qu'on ait des données un peu plus précises et similaires d'un centre à l'autre. Puis aussi, on a des démarches, nous, là, à l'intérieur du regroupement d'espèce de bilan annuel de l'ensemble des activités d'un centre, puis la santé et mieux-être fait vraiment partie de ce qui est récolté comme information annuellement. On a consulté les documents de nos collègues, les comptes rendus de rencontres, etc. On a eu aussi des entrevues, et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est important pour nous d'avoir le point de vue des autres, des partenaires, parce que comme la collaboration est évaluée, donc on a fait 9 entrevues
avec des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Peut-être certains qui participent aujourd'hui. Merci d'avoir participé à la démarche d'évaluation. En tout, il y a eu 9 entrevues, mais c'est 19 répondants qui ont participé. Donc, tu sais, on part souvent avec 2, 3 personnes. Donc, on a vraiment eu des entretiens dans toutes les régions où il y a un centre d'amitié autochtone ou plusieurs centres d'amitié parfois. Puis, on a eu, nous, à l'interne, des sessions de validation collective avec des acteurs du mouvement, des gens des centres ou des gens de notre équipe au regroupement pour vraiment s'assurer que les constats qui se dégageaient de l'évaluation faisaient consensus, puis qu'on puisse les bonifier aussi par l'ensemble des gens là, qui ont une expertise puis une expérience pertinente. Voilà. Je tiens oui, c'est vrai, c'est vraiment correct. Dans nos objectifs, là, on a 4 grands objectifs qui ont été présentés tantôt. C'est sûr que c'est ça qu'on va vous présenter les résultats aujourd'hui. Donc, décrire l'accessibilité des Premières Nations et des Inuits à des services de santé mieux-être, c'est un de nos objectifs. Ensuite, c'est sûr qu'on avait de comprendre la gouvernance urbaine en santé et mieux-être autochtone. À travers notre démarche d'évaluation, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait mieux comprendre. Comprendre comment se passent les partenariats et les collaborations entre les centres d'amitié et les établissements du réseau québécois. Puis souligner les pratiques propres au mouvement. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité, le côté unique là, des services qui sont déployés dans les centres d'amitié? C'était vraiment les 4 grands objectifs. Il y a un 5e objectif qui n'est pas présent, qu'on n'a pas illustré parce qu'on ne vous présentera pas les résultats aujourd'hui, mais c'est toujours dans nos objectifs d'avoir un accompagnement puis renforcement des capacités en évaluation à l'intérieur du mouvement. Donc, que nos activités d'évaluation puissent contribuer là, à renforcer les capacités puis à amener plus d'autonomie en évaluation dans les centres d'amitié notamment. Dans ce contexte-là, on est déjà en travaux, là, justement, en lien avec un potentiel renouvellement du financement, justement, avec les cliniques pour voir comment on pourrait améliorer cette démarche évaluative-là. Fait que ça fait partie des travaux qu'on continue actuellement à l'Observatoire. J'enchaîne avec déjà le premier objectif qu'on s'est donné d'évaluation, qui est toute la question de l'accessibilité. Vous avez ici là, à l'écran les principaux, si on peut dire, services qui sont offerts dans les cliniques. On voit les chiffres en parenthèse, c'est le nombre de cliniques qui offrent ce type de service-là au niveau des centres d'amitié. Les principaux, comme vous le voyez, c'est de l'intervention psychosociale parce que dans la vision de la santé, dans notre vision du mieux-être, cette dimension-là est tout aussi importante que les actes médicaux. Il y a tout l'accès à des plantes qui est vraiment transversal, puis les médecines traditionnelles qui sont utilisées dans les différents centres d'amitié quand on parle de traitement, amélioration de la santé, puis du mieux-être individuel et collectif des Autochtones dans les villes. Il y a des soutiens administratifs aussi qui sont dans l'ensemble du mouvement qui sont offerts, que ce soit les démarches pour aller chercher une carte de la RAMQ ou des documents administratifs là, dont les citoyens des villes qui sont autochtones ont besoin d'accompagnement. Énormément de ressourcement, d'intervention en territoire. C'est présent dans l'ensemble des centres d'amitié, puis ça fait partie de la guérison pour les peuples autochtones. Et vous avez les autres. Je vais pouvoir y revenir plus tard dans les pratiques inspirantes qu'on a répertoriées, mais c'est quand même important de démontrer que dans l'ensemble des cliniques, toutes ces questions-là de ressourcement, d'accès aux médecines traditionnelles, des interventions psychosociales, puis le ressourcement puis le soutien administratif, c'est transversal et toutes les cliniques offraient ce type de service-là dans leur conception de la santé, des services de santé et mieux-être pour les Autochtones. Je ne reviendrai pas en détail là, par rapport à ce que Audrey là, a fait comme historique là, par rapport aux cliniques. Vous avez ici à l'écran la création de chacune des cliniques. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'arrivée du financement du ministère en 2021, on a eu une amélioration puis une bonification là, justement des cliniques, puis un développement rapide. Là, vous voyez, là, en 2023, c'est 3 nouvelles cliniques là, qui ont émergé. Donc, ça a été une démarche quand même
qui s'est accéléré et ce qui a permis là, justement une plus grande accessibilité à des services pertinents, culturels là, pour les Autochtones dans les villes. Si j'y vais avec certains chiffres qui peuvent être intéressants, c'est plus de 2500 dossiers actifs à ce jour qui sont présents là, dans les différents centres d'amitié. Donc, des personnes autochtones qui viennent chercher des services de santé et de mieux-être à travers notre mouvement. Ça représente 12 employés, donc des personnes qui travaillent directement en santé et mieux-être, qui sont des infirmières dans notre mouvement. Il y en a 6 d'entre elles qui sont des prêts de service. Donc, la relation de collaboration se traduit justement par exemple, dans les prêts de service. Il y a de la présence de médecins dans 6 cliniques. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce qu'on sait que l'accès à un médecin, c'est un enjeu pour plusieurs villes, plusieurs personnes là, au Québec. Toutes les cliniques, je le disais, là, ont développé là, une diversité d'actes qui est culturellement pertinent là, dans une approche holistique de la santé. Puis, fait qui est intéressant aussi, c'est que toutes les cliniques desservent plus qu'une nation. Fait que ça, c'est important aussi parce qu'on disait, il y a une diversité d'approches culturelles, puis chacun des centres s'inscrit dans cette diversité culturelle-là. Par exemple, à Trois-Rivières, on va desservir des clientèles Abénaquis, Inuk, Atikamekw. À Val-d'Or, on va être plus avec des clientèles Cri, Anishinaabe. Donc, ça, c'est une force de notre mouvement d'être capable de s'adapter à la diversité des nations autochtones dans les villes où ils sont. J'espère, Sophia, que mon rythme n'est pas trop pire. Je fais des gros efforts. Je continue encore avec les statistiques parce que c'est toujours des choses qui intéressent les gens. Mais on a vu aussi avec le support financier du ministère, l'émergence aussi de nouveaux professionnels de la santé qui sont venus se greffer justement au centre d'amitié pour offrir des services de santé et de mieux-être. On parle entre autres, par exemple, de sages-femmes, d'IPSPL. Je n'ai pas besoin d'expliquer l'acronyme. Hein. Je pense que dans le réseau de la santé, on est bien familier avec les infirmières praticiennes. Il y a aussi les médecins, là, comme je le disais, qui sont présents. Grosso modo, dans notre mouvement, c'est de 4 à 47 autochtones qui se présentent dans les centres d'amitié pour venir chercher des soins de santé par jour. Donc, on voit qu'on a un bassin de personnes qui viennent régulièrement, puis ça, c'est quand même des personnes puis on va pouvoir l'évaluer peut-être dans les suites, mais qui auraient peut-être rencontré des obstacles à aller dans le réseau public, donc qui ont une confiance envers la complémentarité qu'on offre avec le réseau de la santé, puis qui sentent qu'ils peuvent venir chercher des soins pour améliorer leur mieux-être. Annuellement, là, ça représente presque 16 000 heures de prestations de services. Il y a même des centres qui offrent des services là, 24/7 là, avec des lignes d'urgence, de l'intervention disponible. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même importantes et qui permettent justement de répondre aux besoins sur le milieu en termes d'accessibilité. J'enchaînerai avec, je te passerai la porte, Audrey. Mais en effet, là, c'est comme une limite un peu de l'évaluation. On n'est pas allé jusqu'à rencontrer les usagers là, des services dans les centres d'amitié. Pour des raisons, la collecte de données est toujours importante pour nous, mais le lien de confiance avec le centre d'amitié, les intervenants est toujours prioritaire. Puis on n'a pas eu le temps là, de construire comment on pouvait faire ça en collaboration avec les centres d'amitié. C'est quelque chose qu'on vise pour les prochaines années. Mais quand même, là, les intervenants sur le terrain, les gens des équipes, puis même les partenaires ont vraiment confirmé que la plupart des usagers, c'est des gens qui ne sont pas desservis normalement dans le réseau et qui seraient peut-être sûrement pas allés chercher des services ailleurs. Pour répondre à leurs besoins, ils ne seraient pas allés vers des services de première ligne ailleurs. Donc, ça permet vraiment une meilleure accessibilité. Ça fait tomber des barrières, en fait, là, les services qui existent dans les centres d'amitié. Puis à mesure que les services grandissent, on a vu, il y a des cliniques qui existaient déjà, mais ils ont pu bonifier leur offre de services. Mais tout à coup, ils ont une capacité d'aller rejoindre
encore des nouvelles personnes qui, même avant, n'allaient pas à la clinique du centre d'amitié, mais là, comme ils ont plus de capacité, par exemple, on a parlé de démarchage, le outreach, là, le travail de proximité, bien là, ils réussissent à rejoindre des personnes plus vulnérables qui étaient très méfiantes, même envers le centre d'amitié. Donc, il ne faut pas négliger, puis là, on l'a vraiment été bien documenté. Il existe encore de nombreuses barrières d'accès aux services pour les Autochtones en milieu urbain. Puis là, on en a recueilli plusieurs. C'est sûr qu'il y a les barrières de langue qui sont mal comprises aussi parfois. Des fois, les gens sont en langue seconde en français ou sont en langue seconde en anglais, mais dans les ou parlent très bien l'anglais, mais pas le français. Donc, il y a vraiment des barrières de langue importantes, un manque de compréhension puis de reconnaissance vraiment des réalités, des valeurs et de la vision des Autochtones. Une méconnaissance des services disponibles de la part des Autochtones, ça arrive souvent qu'ils ne comprennent pas exactement où aller, comment, ou à quel service s'adresser en ville. Des démarches administratives complexes, dans les services que Julie a nommés tantôt, soutien à démarches administratives, mais ça peut aller jusqu'à prendre un rendez-vous en ligne, ça peut être très complexe. Comment faire ces démarches-là, avoir une carte, faire les démarches pour avoir sa carte. C'est beaucoup de démarches, c'est une portion importante du travail qui se fait dans les centres d'amitié, qui ne se fait pas ailleurs, là, dans le réseau de la santé, par exemple. Inadéquation des approches avec les valeurs et la culture, une grande méfiance envers les services. Il y a encore beaucoup de Premières Nations et d'Inuits qui sont méfiants envers le réseau public. Je vais ralentir. Merci, Sophia. Il y en a une crainte que se reproduise. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé ou que des proches ont eu des mauvaises expériences et ça se répercute là, sur leur attitude. Leur aisance à aller vers des services, la peur d'être jugé, que ça puisse avoir des conséquences là, sur leur trajectoire de soins, là, entre autres. Ça fait partie des barrières. On en a d'autres, Julie, mais on les passe toutes. Montre-nous donc l'autre slide. Il y a énormément de barrières qui ont été soulevées. La précarité socio-économique, les centres d'amitié, on l'a vu, là, ils peuvent faire de l'accompagnement, du transport. C'est toutes des choses, c'est des barrières, se rendre quand c'est loin, les distances, quand ça prend un véhicule. Le manque de transport dans certaines villes, c'est très complexe pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de se déplacer. Dans certaines régions, les services sont coupés. Il faut aller se déplacer très loin pour avoir une échographie, par exemple. L'instabilité résidentielle et les déménagements fréquents ont de la misère à être captés. Il y a beaucoup de gens, même ils vont dans le réseau, par exemple, pour leur accouchement, ils ne réussissent pas à être rejoints après pour les suivis parce qu'ils n'ont peut-être pas un téléphone fixe, une adresse fixe où ils peuvent, vraiment, les centres d'amitié sont vraiment mieux outillés pour aller rejoindre les gens là où ils sont. Les trajectoires très complexes des gens qui ont plusieurs problématiques, là, santé mentale, dépendance, judiciarisation, violence, qui fait qu'il faut vraiment agir avec une sensibilité particulière. Ça, les centres d'amitié sont très bons, là, puis s'outillent aussi pour travailler avec ce genre de défis-là. Le choc culturel demeure pour plusieurs personnes encore. Puis il y a beaucoup de ces barrières-là, que c'est les parents qui les ont. Donc, tous leurs enfants aussi rencontrent les barrières à cause des barrières de leurs parents. Donc, il faut vraiment, d'une manière globale, ces barrières-là existent et ont des répercussions sur les inégalités qu'on observe encore entre la population québécoise en général puis les populations autochtones là, au Québec. Donc, je pense que ça fait le tour des barrières. Je vais enchaîner justement avec l'autre objectif qu'on avait, qui était de comprendre la gouvernance autochtone urbaine en santé et en mieux-être. Comme vous le savez, les organisations autochtones urbaines, ils prennent part à la gestion justement ils prennent part à la gestion des services qui sont offerts pour les Autochtones dans les villes. Puis cette prise en charge-là par des Autochtones eux-mêmes, des inégalités, des services pour eux et eux, bien, ça s'inscrit justement dans une démarche de sécurisation culturelle. Par contre, veut pas, le passé historique, le passé colonial, il affecte quand même toujours ces structures-là de gouvernance, fait qu'on ne peut pas faire fi du passé, puis il reste des
cette histoire-là, tu sais, veut pas, elle se transpose quand même dans les relations ou dans la construction des gouvernances, que ce soit au niveau autochtone ou dans la co-gouvernance que font les centres d'amitié ensemble. Ce qu'on a pu saisir avec la démarche d'évaluation, c'est que les expériences des cliniques autochtones dans les différents centres d'amitié, que sans balises qui sont vraiment claires, ben, la gouvernance autochtone, ben, peut pas toujours prendre toute sa place, puis que le système, si on peut dire, de santé, qui est majoritaire, qui est tout ça, puis que cette relation de pouvoir-là, elle reste teintée dans ces collaborations-là, puis dans les démarches. Fait que ce qu'on a vu, c'est que justement, la co-construction, la collaboration ou la gouvernance ou l'autonomie, on avait des rapports inégalitaires justement pour vraiment arriver à une pleine co-construction, sauf exception dans certaines régions, mais la compréhension du système, tous ces enjeux-là, ça se reflétait encore dans la gouvernance. Concrètement, comment fonctionnent les centres d'amitié? Vous l'avez vu, c'est par et pour les Autochtones, mais la relation dans la prestation de services puis dans la compréhension du mieux-être, bien, ça reste que les rapports demeurent toujours inégalitaires parce que les organisations autochtones devaient comprendre le fonctionnement du système de santé, puis en parallèle, bon, le système autochtone n'était pas toujours bien compris. Il y avait aussi des enjeux par rapport à la gouvernance des données, donc les prêts de services qui rentrent l'information dans le système québécois plutôt que dans celui du centre d'amitié. Bien, comment on peut avoir une vision réelle de ce qui se passe dans notre lieu d'intervention si les données ne nous appartiennent pas, on ne les a pas, elles ne sont pas complètes. Fait que c'est des enjeux comme ça de gouvernance. Quand on regarde comment fonctionne la gouvernance d'un centre d'amitié, c'est vraiment une gouvernance qui est basée sur des processus aussi qu'on est en train de mettre en place, comme l'accréditation, tout ça, mais qui repose sur justement des acteurs qui sont partie prenante de la réalité autochtone, c'est-à-dire qui expriment les besoins, mais qui sont aussi aptes à amener des solutions pour répondre à ces besoins-là en matière de services, de santé, pour répondre à des besoins. Fait que ça, c'est une différence peut-être où ce que justement l'inéquité dans les relations de pouvoir se sont traduits justement dans les modèles de gouvernance, dans le développement justement, puis dans la collaboration qui s'est mise en œuvre. Néanmoins, nos façons de faire autochtones ont quand même réussi à rayonner dans les gouvernances autochtones urbaines, dans les services de santé, mieux-être pour les centres d'amitié. On le voit, là, les processus justement de prestation de services, d'adaptation des services, c'est basé sur les populations locales et les conseils d'administration qui forment les différents centres. On a aussi des cadres qui font un peu office de constitution, si on peut dire, où qu'on ait notre charte d'unité, notre vision commune. Fait que ça va au-delà du local, mais ça va aussi dans un mouvement collectif. Fait que ça, c'est des outils justement qui permettent justement de définir cette gouvernance autochtone urbaine en milieu urbain. Je te passe la POC pour notre 4e volet, à moins que tu aies de quoi à rajouter sur la gouvernance. Non, ben, je trouve ça super. Puis c'est une réflexion importante. Puis nous, on continue. Hein, on a vraiment amorcé des réflexions collectives aussi autour de la gouvernance. On a des projets de recherche qui sont en lien avec ça, qui sont en cours. C'est une de nos thèmes. Fait, on n'est pas arrivé à des conclusions là, sur la gouvernance autochtone urbaine, mais on a vraiment des pistes et des réflexions et du travail qui se fait. Là. La collaboration, là, c'est peut-être ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a vraiment, ben, premièrement, je tiens à souligner les facteurs qui ont influencé vraiment la dynamique de collaboration. On a vu tantôt qu'il y a des centres d'amitié où il y avait déjà une clinique depuis plus de 10 ans, par exemple. Ça impliquait qu'il y avait déjà une collaboration avec leur centre intégré en santé et services sociaux de la région, là. Il y en a donc qui avaient une longue historique de relation, il y en a qui n'avaient pas du tout d'historique de relation au moment de l'annonce du financement. Donc, c'est sûr que ça teinte vraiment la collaboration, la dynamique, là, comment elle s'est déployée. Il
il y a aussi la stabilité de, tu sais, c'est pas égal partout. Il y a des centres d'amitié où il y avait une direction générale qui est là depuis plusieurs années. Pour nous, là, ça, c'était une force là, pour le centre d'amitié parce que avoir une expérience déjà de relations, de leadership sur des tables de négociation, de décisionnel avec des partenaires allochtones, c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience. Donc, l'expérience des directions générales de chaque centre joue beaucoup les capacités organisationnelles de chaque centre d'amitié. On a des centres d'amitié qui ont en tout une équipe de 10 personnes, d'autres que c'est en tout une équipe de 75 personnes. C'est sûr qu'ils n'ont pas puis dans les capacités organisationnelles, bien, quand il y a juste 10-15 personnes, bien, à peu près tout le monde a un rôle terrain d'intervention directe avec les membres. Donc, il y a beaucoup moins de postes de gens dédiés à la coordination, le développement stratégique, la reddition de comptes, l'évaluation. Donc, c'est sûr que les capacités organisationnelles aussi, au départ, au moment du financement, dans le centre, avaient un impact. Aussi, du côté du Centre intégré de santé et services sociaux dans chacune des régions, quelle est l'implication de la direction, de la présidence de direction générale dans les processus, dans les relations avec les communautés autochtones et les organisations autochtones comme le Centre d'amitié? Quelle place ça joue? La stabilité des ressources, les postes. On dit que, on a présenté le contexte, mais la plupart des navigations de services, des financements, sécurisation culturelle sont arrivés aussi en cours de route, puis ça s'est répercuté aussi sur les relations avec les centres d'amitié, avec les partenaires. Donc, je veux juste dire que, on comprend là, qu'on ne partait pas de la même place dans chacune des villes et des régions. Puis c'est normal que l'avancée des collaborations et des partenariats ne soient pas les mêmes là, partout. Ah oui, il faut que je parle moins vite. Mais je suis désolée. On a relevé, je ne vais pas tous les passer parce qu'on n'a pas énormément de temps qui nous reste, mais aujourd'hui, on a soulevé certains piliers. Piliers de succès dans la collaboration? Il y a plusieurs choses qui sont vraiment des éléments qui amènent du succès dans les collaborations. Puis en plus de tout ça, j'ai un que j'aime beaucoup, bien, la stabilité des ressources, c'est sûr que c'est un pilier. Là, aussi. Le roulement de personnel à la fois du côté du centre d'amitié, mais aussi de l'autre côté, ça ne fait pas des partenariats qui évoluent rapidement là, quand les postes et les chaises changent ou quand les postes sont vides. Donc, ça, c'est un pilier. Les pouvoirs décisionnels des partenaires, c'est sûr que même si on s'assoit avec des gens, des partenaires qui sont le plus motivés, le plus engagés dans une démarche de sécurisation culturelle, s'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel ou de marge de manœuvre, les coups des franges pour prendre des décisions, pour apporter les changements qui sont nécessaires pour pouvoir faire des services. Les services qu'il y a dans les centres d'amitié, c'est vraiment de l'innovation. On a des services différents. Donc, parfois, ça implique de faire des changements. Donc, il faut avoir des pouvoirs décisionnels adéquats pour pouvoir faire ces changements-là. Il n'y a pas toujours cette marge de manœuvre-là. Il faut avoir vraiment une ouverture à faire les choses différemment. Puis une volonté d'apprendre, puis je dirais même de se laisser inspirer aussi par les partenaires autochtones qui arrivent avec une vision différente, qui n'ont peut-être pas la même compréhension du réseau de la santé et services sociaux, mais qui ont une compréhension très approfondie d'une vision de la santé très holistique qu'il y a dans les centres d'amitié, puis qui peuvent aussi apporter des choses là, très pertinentes. Donc, un autre pilier, c'est vraiment la reconnaissance là, de l'expertise des centres d'amitié, l'importance des savoirs autochtones, puis aussi de reconnaître les limites du réseau québécois pour répondre aux besoins des Autochtones. Si on n'aurait pas eu besoin de créer ce programme-là, si le réseau québécois arrivait dans le cadre qui existe actuellement à bien répondre aux besoins des populations autochtones, ce genre de projet-là n'aurait pas été nécessaire, mais il est nécessaire. Donc, il y a des limites. Donc, effectivement, il faut comme reconnaître ça, ces limites-là. Le principe d'autodétermination, l'importance de la gouvernance autochtone, on en a parlé. C'est pas compris pareil, mais le respect de ces principes-là est important. La formalisation d'ententes, là, c'est sûr que quand on formalise des ententes ou des façons de faire des couloirs, par exemple, c'est sûr que ça assure une plus grande durabilité dans le temps. Puis vraiment des relations sincères entre les partenaires. Moi, on me soulevait beaucoup des valeurs, le respect, l'honnêteté, l'humilité, la confiance, la flexibilité,
l'écoute, l'ouverture, c'est vraiment des choses qui sont revenues énormément. Est-ce qu'on n'a pas une autre feuille de pilier? Après, ben, c'est sûr qu'on a aussi identifié de nombreux défis à la collaboration. Je ne veux pas m'éterniser sur ces défis-là non plus. C'est mon autre page ici. Les pratiques novatrices. Ah oui, les défis. Donc, tu sais, c'est un peu le penchant là, de l'autre côté de la médaille. C'est sûr que des fois, la complexité du monde autochtone est un peu sous-estimée, je dirais. Donc, tu sais, dans certaines régions, je l'avoue, c'est très complexe. Il y a des communautés autochtones de régions éloignées dont les services qu'il faut. Donc, tu sais, collaborer avec les Autochtones, c'est pas si simple. Donc, la nouvelle personne en poste, navigation des services ou agent de sécurisation culturelle ou de liaison autochtone, c'est pas des rôles faciles. Ça demande, il y a vraiment des réalités complexes à comprendre et ça prend du temps ou de l'expérience. Puis c'est sûr que ça peut être un défi à certaines tables, dans certains espaces de collaboration pour les centres d'amitié, là, quand ils arrivent pour collaborer avec des gens qui sont en apprentissage dans ces niveaux-là. C'est sûr que l'expertise des centres d'amitié n'était pas également reconnue ou valorisée là, à travers les régions. En même temps, c'est normal. Il y a peut-être, il y a certaines régions où on a eu des années pour faire nos preuves, développer le lien de confiance, ailleurs moins. C'est sûr qu'au niveau de la co-construction, le partenariat, la collaboration, c'était dans l'idée du programme. On peut dire que c'est pas vraiment pas partout qu'il y a vraiment eu de la co-construction. Parfois, c'est demeuré très superficiel. Des fois, il y a des choses qui réussissent à se faire dans une région puis pas dans une autre. Donc, on se demande pourquoi il y a certaines rigidités plus grandes dans certaines régions que d'autres. Les structures, les organisations des centres intégrés sont très complexes aussi. C'est un langage complexe à maîtriser pour les gens du centre d'amitié. Puis là, il y a des fois des chocs aussi, là, des langages. On parle des langages différents, on a des visions différentes du travail. Les pénuries de main-d'œuvre, rareté de main-d'œuvre, des postes vacants, c'est sûr que ça ne l'aide pas, ça amène des défis supplémentaires. Il y a encore beaucoup de contraintes administratives là, qui sont vraiment des entraves là, pour développer les services. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, en gros aussi, tu sais, il faut garder en tête que la sécurisation culturelle, ça touche aussi le niveau décisionnel, le niveau institutionnel. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans certaines régions, puis c'est normal, c'est des démarches, hein, c'est des processus, la sécurisation culturelle, mais il y a encore des efforts un peu démesurés à déployer par les centres d'amitié juste pour prendre leur juste place, puis être entendus dans leur façon de faire. Puis c'est sûr que les rapports de force un peu inégalitaires entre les partenaires, là, le financement, hein, il arrivait à un endroit dont il y avait un peu le lien financier de contrôle là, qui pouvait amener un certain contrôle, puis peut-être un rapport inégalitaire, puis aussi un centre intégré de santé et services sociaux, c'est une grande institution. Le centre d'amitié a une longue expertise, mais des fois des plus petites équipes. Donc, tu sais, ça peut être complexe de trouver comment s'entendre, collaborer sans s'épuiser, là, donc, etc. Donc, vraiment, il y a encore beaucoup de défis et de travail à faire, mais heureusement, on a identifié des piliers, puis on a pris le temps dans le rapport, là, puis je vous invite à les lire, de vraiment identifier des pratiques novatrices. Il y en a énormément de collaboration. Puis là, des centres d'amitié avec le réseau de la santé et services sociaux, mais aussi parfois avec les services de santé des communautés, avec d'autres centres d'amitié. Il y a vraiment beaucoup de projets, de pratiques vraiment inspirants. Puis par rapport, on peut peut-être défiler les autres pages pour que les gens puissent les voir. Je ne sais pas si j'ai. Ben, c'est un coup de cœur personnel, mais dans la Naudière, on a vraiment eu la direction générale du CIS qui est allée en Rabasca avec l'équipe du Centre d'amitié, avec d'autres gestionnaires pour vraiment faire ensemble un voyage, apprendre à se faire confiance, aller ensemble vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de symbolique, mais qui a vraiment tissé des liens là, de confiance entre les partenaires. Mais il y a énormément là, d'initiatives super inspirantes. On a parlé de l'exemple de Val d'Or où il y a vraiment eu une co-construction là, avant même le financement. Ils ont co-construit le projet de l'initiative Minot-Pimatiзвin.
ils sont allés jusqu'à écrire une entente de co-responsabilité de chacun des partenaires. Ils partagent aussi l'évaluation de l'ensemble de la démarche. C'est sûr que c'est des choses très inspirantes. Et en gros, quand on regarde l'ensemble des pratiques novatrices que nous, on a soulignées dans le rapport, bien, c'est souvent des pratiques de résistance, des pratiques de contournement des règles qui sont en place, des procédures, des cadres qui sont existants dans le réseau de la santé. Donc ça nous a amené beaucoup d'apprentissage aussi, puis de réflexion. Euh, la flexibilité qui est nécessaire, puis l'ouverture à faire les choses différemment, elle semble vraiment importante. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la collaboration parce que le temps est file? Oui, mais si je peux conclure là-dessus, c'est qu'il y a le détail dans le rapport, mais il y a vraiment des coups de cœur, puis des choses qui, même si vous n'avez peut-être pas un centre d'amitié sur votre territoire, parce que je sais que dans cette communauté de pratique-là, on a plein d'acteurs, il y a des choses simples qui peuvent se mettre en œuvre aussi ou qui peuvent se faire. Fait que ces pratiques-là novatrices sont vraiment intéressantes, puis prenez le temps d'aller les fouiller ou les observer. Je pense à Maniwaki, qui a justement fait une espèce de surveillance des réseaux sociaux pour faciliter les processus de plainte. Fait que c'est des petites initiatives comme ça, des fois qui ne sont pas si tendues à faire, mais que dans l'innovation, dans la collaboration, bien, qui permettent justement une meilleure sécurisation pour les Autochtones dans la prestation de services. Moi, je vais enchaîner avec des. Puis moi aussi, je vais quand même aller quand même assez rondement dans cette présentation-là. Mais des pratiques propres des centres d'amitié, qu'est-ce qui les distingue en matière de services pour le santé et le mieux-être? Je l'ai un peu présenté d'entrée de jeu. Les soins traditionnels, c'est au cœur des pratiques des services de santé mieux-être. Ça se traduit concrètement, par l'accès à des plantes, à des médecines traditionnelles. Tous les centres permettent aux individus d'avoir accès à des plantes, dépendamment de leur nation. Puis on ne parle pas uniquement de plantes, mais aussi de parties d'animaux, de certaines graisses, mais ça, où ce que les gens peuvent prendre ce traitement-là ou être accompagnés par des aînés avec des enseignements justement pour améliorer leur mieux-être. La présence des aînés, comme je le disais, c'est un incontournable dans le mieux-être, dans le guérison, parce que ça fait partie de l'approche holistique. Le territoire aussi prend un ancrage vraiment important dans les actions, là, puis là, on est plus dans les dimensions collectives, là, mais d'aller prendre des marches, d'avoir des entrevues avec un intervenant psychosocial, mais qui se fait à l'extérieur d'un mur, pas devant une table. C'est des pratiques qui permettent. La présence aussi, je parlais de notre vision de l'évaluation avec observer puis écouter, ça l'amène les infirmières, les personnes en prêt de service à être aussi dans les milieux de vie, à être présents dans les centres d'amitié pour les activités communautaires parce qu'ils prennent part à une vie collective, à une intervention. Puis ce travail-là de relation au quotidien bien, permet justement une meilleure prévention, puis on va aller chercher les services. Notre vision aussi des approches familiales, puis les cérémonies qui permettent justement du mieux-être, de la guérison, là, qui sont présents dans tous les centres. Ça illustre comment la vision holistique, elle est vraiment partout, elle s'inscrit partout, puis qui est importante, là, justement. Dans les caractéristiques de l'approche commune, là, je vais quand même passer rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance d'être ancré dans les cultures, dans nos services, de considérer les langues autochtones, c'est vraiment des pratiques qui permettent le succès justement des services qui sont offerts. La possibilité aussi, on parlait de gouvernance, mais de pouvoir influencer cette gouvernance, ça fait partie aussi de la guérison, du mieux-être, de la réappropriation en tant qu'individu de notre santé, de pouvoir participer aux décisions collectives. Donc, c'est toutes des caractéristiques communes des approches dans les centres d'amitié qui font qu'on se distingue. Puis, d'où le rôle de complémentarité qu'on a avec le réseau de la santé. C'est des choses qui peuvent se vivre, qui peuvent se faire dans un centre d'amitié, qui peuvent aussi peut-être se faire dans des réseaux de la santé, dans un hôpital, mais qui est peut-être plus difficile. Fait qu'il y a quand même une longueur d'avance qui permet ça au sein de notre mouvement.
Donc, bon, d'autres pratiques inspirantes. Ici, on est plus dans des cas concrets d'activités, là. Je prends, puis sans aller trop en détail, mais il y a des projets de périnatalité qui sont en train d'émerger dans dans les différents centres. Vous avez sûrement tous entendu parler de la clinique mobile du Centre d'amitié de la Nodière, là, qui permettent d'aller justement partout, les services offerts en territoire à Chabadjo, Taganic. Donc, c'est tous des exemples concrets qui sont inspirants et qui permettent justement d'avoir une approche de la santé qui est complémentaire au réseau, qui répond réellement aux besoins des Autochtones là, en milieu urbain. On serait rendu à notre conclusion, Audrey, de notre belle discussion. Donc, on appelle ça des apprentissages collectifs là, parce qu'on apprend ça tous ensemble. C'est le premier, ça, déploiement unique? Oui, excusez-moi, j'ai roulé. Ouais. Premièrement, les santé, qu'est-ce que ça apporte, là, les services de santé mieux-être dans les centres? On a vraiment des services de santé mieux-être qui ont un sens pour les Autochtones. Puis quand on dit ça, tu sais, qui font du sens, c'est vraiment... voyons. Avec l'ancrage qui permet vraiment de répondre à les besoins. Et ces services-là qui font du sens amènent vraiment une meilleure accessibilité. On pense qu'il y a vraiment des impacts sur l'accessibilité des services pour rejoindre des gens qui ne se reconnaissent pas dans les services ailleurs, donc qui vont aller vers des services. Puis, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée pour les services de santé mieux-être dans les centres d'amitié. Donc, les gens peuvent commencer par la cuisine collective, les services d'employabilité, puis découler vers finalement aller consulter un médecin pour peut-être la première fois depuis plusieurs années. Donc, tu sais, c'est vraiment un meilleur accès. Aussi, c'est important de dire que par toutes les actions qu'ils font en référencement, navigation, traduction, accompagnement, transport, les centres d'amitié, il y a vraiment en complémentarité et en continuité avec le réseau de la santé et services sociaux. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Puis on croit, là, ça reste à évaluer de votre côté, que ça amène une meilleure accessibilité aussi à d'autres services dans le réseau public, là, parce qu'il y a énormément d'accompagnement puis de référencement qui se fait, puis de travail qui se fait en première ligne pour ensuite aller vers le réseau. Les cliniques de santé autochtones ont été développées, sont vraiment des modèles d'innovation. D'innovation pour plusieurs choses. Premièrement, différent de ce qui se passe sur communauté, par exemple, parce qu'il y a toujours plusieurs nations qui sont desservies. Donc, on a vraiment comme quelque chose de très autochtone, mais avec la compréhension, une approche qui permet plusieurs nations, plusieurs cultures, plusieurs langues. Puis j'ajouterais plusieurs niveaux aussi de connexion puis de fierté avec ton identité autochtone. En ville, il y a des gens qui ont une culture très forte, une très grande, une identité autochtone très forte, d'autres pas tant. Et puis les centres d'amitié ont la sensibilité de s'adapter à toute cette diversité-là. Puis j'ajouterais par rapport à cette diversité-là des nations qu'on dessert, c'est qu'elle devient après un levier pour après aller dans le réseau québécois parce que les communautés, les Premières Nations apprennent à côtoyer une diversité diversité de nations autochtones, puis après, ils se sentent peut-être un petit peu plus, on présume, à l'aise après de rentrer dans le réseau parce que justement, ils ont rencontré l'autre, puis peut-être moins de menaces là, par rapport à l'autre que ce qu'on voit, tu sais, l'écart est moins grand, du moins. Oui. Puis un autre élément d'innovation important, c'est la diversité des services auxquels on a accès dans un centre d'amitié. Donc, même si on parle de cliniques en santé autochtone, bien, elles ne sont pas toutes seules. Elles prennent tout leur sens, ces cliniques-là, parce qu'elles existent dans un centre d'amitié où il y a un milieu de vie dynamique, où il y a des possibilités de faire des activités sur le territoire, où il y a des activités pour les familles, pour les aînés. Il y a des groupes de soutien et tout ça donne son sens à la clinique elle-même. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment dans l'intégration de tout ça ensemble que le fait d'avoir accès à une infirmière et un médecin prend son sens. Là. Et c'est là qu'il y a vraiment de l'innovation. On l'a vu avec les barrières à la collaboration tantôt, c'est pas toujours évident d'amener de l'innovation, mais on croit que les cliniques autochtones peuvent peut-être être des inspirations aussi là, pour le reste, pour le développement de nouvelles cliniques. C'est sûr que les cliniques autochtones ont vraiment un développement unique. Là. On l'a vu.
Leur développement a été très rapide et ça a vraiment permis de faire de nombreux apprentissages communs qu'on croit qu'ils vont être des bases solides là, pour la suite, à la fois pour les collaborations avec les partenaires du réseau et à l'intérieur du mouvement des centres d'amitié aussi, les collaborations font en sorte qu'on a des apprentissages qu'on peut partager d'une région à l'autre pour faire. Donc, ça fait sauver beaucoup de temps, puis ça enrichit l'expertise à l'intérieur du mouvement. Puis dans le développement unique, j'ajouterais aussi que l'importance du rythme, on le voit avec notre clinique qui est la plus mature, qui est la plus ancienne, qui est celle de Val-d'Or, comment que cette co-construction-là s'est faite sur plusieurs années. Fait que ce déploiement, il faut être aussi patient dans ce déploiement-là. Il est arrivé rapidement, mais être conscient qu'une relation, ça se bâtit, puis que ça peut prendre du temps. On a évalué, nous, sur 4 ans, mais l'historique, comme on l'a vu plus tard, c'est plus long aussi. Puis ça, faut être conscient de ce déploiement-là qui se fait à différents rythmes, d'une région à l'autre, avec plein de facteurs là, qui peuvent influencer tout ça. Ouais. On voit que le soutien financier du M3S a servi de levier aux collaborations, pas partout, pas également, mais surtout dans les endroits où il n'y avait pas encore de collaboration. Donc là, ce financement-là obligeait un peu la collaboration. Mais la collaboration ne devrait pas dépendre d'avoir un financement parce qu'elle est comme un peu essentielle entre le réseau de la santé et les organisations autochtones urbaines lorsqu'il y en a présentes sur le territoire. Là, ce qu'on remarque, là, c'est que la vitesse de développement puis le succès des services dépend encore un peu trop à la fois des capacités organisationnelles puis des habiletés personnelles, presque, là, de la direction du centre d'amitié, par exemple, puis de son équipe, à maîtriser les nouveaux codes, à apprendre, à s'ajuster aussi. Donc, ça nous amène vraiment l'idée de pouvoir, c'est des pistes de choses à travailler, là, évidemment. Ben, aussi, les acteurs du réseau de la santé et services sociaux sont très nombreux à être de précieux alliés pour influencer les décisions à l'intérieur, puis collaborer aussi à faire tomber des barrières. On parlait tantôt de contraintes administratives, par exemple, mais il y a beaucoup de barrières qui ont tombé grâce aux partenaires qui sont motivés, qui sont engagés. Ils font un travail important et qui est essentiel là, parce que le centre d'amitié ne peut pas innover seul. La collaboration est essentielle. Et puis, on espère même qu'ils peuvent aussi contaminer positivement le reste de leurs collègues, de leurs équipes. Puis ça, c'est encore très précieux. Voilà. On a ici les poursuites d'évaluation, nos sources d'inspiration, puis le travail qui nous reste à faire. Je ne ferai pas le tour, mais c'est vraiment les réflexions là, que cette première évaluation-là nous a fait résonner. Fait que ça, c'est vraiment la poursuite qu'on aspire. Puis pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que justement la compréhension des notions de la sécurisation culturelle, de l'autodétermination, puis de la responsabilité populationnelle, faut vraiment poursuivre ce travail-là d'approfondissement, de compréhension, puis de partage, là, de compréhension commune de part et d'autre. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser, la poursuite. On est au premier pas de cette relation-là, dans l'histoire de l'humanité puis du mieux-être. On est des petites gouttes dans un océan. Mais comme on le disait, le soutien du M3S est devenu un levier. Il faut juste s'assurer d'un meilleur rééquilibre des pouvoirs, d'une meilleure compréhension commune, puis de continuer à oser innover, transformer nos structures parce que notre objectif il est le même, c'est d'assurer la santé et la mieux-être de la population. Si on le fait auprès d'un Autochtone, ça va avoir un impact sur l'ensemble de la population également. Merci. Vous avez des questions? Merci beaucoup, Julie. Merci, Audrey, d'avoir partagé avec nous toutes ces analyses-là, les apprentissages. C'est vraiment des résultats inspirants. La méthodologie aussi, je pense, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup attiré là, en termes de ce qui peut être inspirant pour nos membres. Et toutes les pratiques innovantes que vous avez nommées, que vous avez en tout cas repérées puis qui sont dans le rapport, là. Donc, félicitations pour ce beau travail-là. Puis on vous souhaite là, de pouvoir poursuivre et de venir présenter en quelques années là, la suite de ces travaux. Donc, je vais ouvrir
la période de questions. J'ai déjà partagé le lien du sondage d'appréciation. Donc, je vois, Chantal, je vais ouvrir ton micro. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui? OK, parfait. Oui, il est ouvert. Ma question, c'est, je sais que vous avez mentionné à plusieurs reprises que les centres d'amitié, les Inuits étaient aussi bienvenus dans les centres d'amitié, mais on a une clinique Inuit sur Queen Elizabeth, la clinique Quavivik. Est-ce que vous l'avez inclus euh, dans vos recherches? Non, ben, je vais me permettre de répondre. Nous, notre évaluation, c'est vraiment concentré sur les cliniques du mouvement des centres d'amitié. Il y a une clinique à Montréal qui est la clinique du centre de Montréal autochtone qui va recevoir des clientèles inuites, mais on n'a pas, je sais qu'il y a eu du financement pour d'autres cliniques, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'autres à Montréal, mais nous, notre évaluation se limitait aux cliniques dans le mouvement des centres d'amitié, là, donc les 14 points les 14 villes où sont présents les centres d'amitié membres du regroupement. OK, merci. Merci, Chantal. Kevin, Oui, merci Gabriel. Merci peut-être Julie. vous présenter quand vous posez une question pour pouvoir situer un peu nos conférencières. Oui, tout à fait, j'allais le faire. Donc, Kevin Meana, chargé de projet en sécurisation culturelle au CHUM. Merci Julie et Audrey pour cette présentation. Merci pour cette recherche. Puis, les résultats font écho aussi ici. Ça touche le cœur. Je comprends. En fait, je peux tisser ou faire des parallèles plutôt avec notre réalité de sécurisation culturelle au CHUM. Puis, quand on essaye de construire des ponts avec les organismes communautaires autochtones, on ressent en fait ce que vous avez décrit. Puis ça fait du bien de voir ça comme résultat de recherche. Donc, merci pour ça. Moi, j'aurais 3 points. Je ne sais pas si on a le temps, Gabriel. Si je peux. On peut commencer par un premier, on verra. OK, très bien. Donc, le premier point, c'est la barrière de langue dont vous avez parlé, parce qu'on a fait une recherche ici au CHUM, donc le centre de recherche du CHUM, en collaboration avec le centre de recherche, et on a trouvé que cette barrière de langue est aussi bien présente ici au CHUM, surtout quand les équipes de soins veulent proposer des soins ou des services aux patients autochtones, qui soit leur première langue n'est pas le français, et des fois c'est l'anglais, mais même l'anglais c'est un peu difficile, mais c'est un autre sujet. Mais si c'est ni le français ni l'anglais, je me demandais est-ce que le Centre d'amitié autochtone de Montréal ou le regroupement aurait des idées ou déjà, est-ce qu'ils ont une banque d'interprètes en langue autochtone? Puis si oui, est-ce qu'on peut collaborer d'une manière ou d'une autre? Parce que là, de ce que j'ai compris, c'est que dans le système, dans le réseau, chacun travaille en silo. Des fois, on construit des organigrammes ou des processus selon euh, disons, un interprète, une personne, disons, spécifique qu'on peut appeler à un certain moment pour l'Inuktitut, une autre dans un autre centre pour une autre langue autochtone. Donc, c'est pas uniforme, chacun fait comme il le voit, comme il le pense, selon les ressources. Est-ce que vous avez une solution pour débloquer cela? Voilà, mon premier point. Mais c'est des problématiques complexes, là. C'est sûr que dans chaque ville, il y a une réalité spécifique. Puis là, pour Montréal, il y a une réflexion, mais dans le cas de Montréal, mais en général aussi, à travers le réseau public, vous avez énormément de pratiques inspirantes de lesquelles vous pourriez vous inspirer, puis vous pourriez peut-être même partager des ressources si vous étiez capable de passer par-dessus la catégorie de 6 de chacun, parce qu'il y a peut-être un interprète qui peut faire de la télé-interprétariat dans une autre ville et région quand ils sont disponibles. Nous, à l'intérieur des centres d'amitié, c'est sûr qu'ils développent des choses, mais tu sais, on conseille. Ben, en fait, c'est pas tous les centres d'amitié qui ont la capacité de fournir la traduction pour tous les cas et les besoins. Dans les... Je dirais aussi qu'on peut peut-être essayer au-delà de l'interprétation de la langue, essayer de changer nos pratiques aussi. Est-ce qu'on accepte que la personne soit accompagnée, tu sais, parce que des fois, des fois, on veut une confidentialité, puis ça va de soi, mais déjà d'amorcer le dialogue avec la personne, tu sais, est-ce qu'elle veut un interprète neutre
ou elle veut peut-être avoir un membre de sa famille qui joue ce rôle-là d'interprétation. Des fois, la solution, elle est tout proche, mais on ne prend pas le temps de questionner parce que, tu sais, pour certaines personnes, ils vont préférer que cette interprétation-là dans leur langue soit faite par un membre de leur famille parce que même au sein, puis là, je vais prendre l'exemple de la nation Innu, on a différents dialectes. Puis quand on vient parler de notre état de santé, là, puis de comment on se sent, ça peut être fragile, puis ça peut devenir sécurisant des fois d'avoir un membre de sa famille, puis que l'interprète, même si c'est le meilleur interprète, si je ne le connais pas, est-ce que je vais tout dire déjà ou si je t'accompagne? Fait que déjà d'essayer de voir aussi d'autres façons de faire qui peuvent être inspirantes aussi. Mais effectivement, c'est des enjeux, puis on fait face, tu sais, justement, tu sais, le langage médical, c'est un monde en soi aussi, puis ça peut même être une pression pour l'interprète, tu sais, de ne pas maîtriser l'ensemble du vocabulaire, puis de pas être en mesure de bien refléter ce que le client dit. Fait que ça, c'est tous des enjeux qu'il faut aussi considérer dans le travail d'interprétation puis de traduction. Et il y a Merci. quand même, je peux préciser qu'il y a quand même, il y a 5 centres d'amitié où il y a de la navigation de service comme service dans le centre d'amitié. Donc là, à la demande du patient qui fait, ça peut être fait, là, tu sais, ils peuvent avoir accès à quelqu'un qui les accompagne, en fait, là, pour les services, mais c'est pas comme ça partout. Il y a des régions où les navigateurs de service sont directement dans le réseau. Donc, tu sais, c'est comme à voir, là. Et Montréal, sa réalité, tu sais, est un carrefour de multiples nations. Il y a un enjeu de complexité. Là. J'ai parlé de Trois-Rivières qui desservait tu sais, presque majoritairement trois nations différentes. Mais le cas de Montréal, tu sais, on a même des nations autochtones qui viennent de l'ouest du pays, de l'est du pays, qui sont d'autres langues autochtones, mais j'avoue qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, particulièrement à Montréal. Surtout que les soins se spécialisent aussi à Montréal, fait qu'il y a plus de diversité qui se ramasse dans ces lieux. Mais c'est des enjeux importants parce que c'est un droit, là, de tous les humains de comprendre puis de pouvoir consentir aux soins qu'on reçoit. C'est un enjeu qui revient souvent aussi dans les discussions de la CDP. Donc, Kevin, tu pourrais relancer la discussion aussi sur le forum de discussion. Là, il y aura peut-être un partage de certains autres régions qui ont trouvé des solutions depuis les derniers échanges. Marie-Ève, est-ce que tu voulais réagir à ce qui vient d'être partagé ou une nouvelle question? Ben là, c'est l'imposture totale, c'est pas Marie-Ève. Ah, C'est Catherine Landry-Larue, je suis la collègue de Marie-Ève et je travaille justement, moi, dans le fond, dans l'organisation, la mobilisation des tables d'accessibilité locale. Et puis, ben, dans le fond, en fait, je pense, sans enlever absolument tout ce que mes deux collègues, là, Julie et Audrey, disaient, où justement, il peut y avoir plein de solutions, puis un amalgame, je dirais, là, par rapport à l'accompagnement et tout. Ben, un des grands projets qui a mobilisé les gens lors du forum sur les tables d'accessibilité, c'était justement en fait, le besoin d'avoir peut-être une ligne 24/7 avec la traduction dans plusieurs langues, mais aussi comme et dans le fond, mutualiser, dans le fond, les interprètes un peu de toutes les régions. Et ça, pour notamment, bon, le réseau de la santé, parce il a bien été considéré là, qu'il y a des régions qui sont bien desservies, d'autres que non, mais qui, en effet, pourraient quand même se partager la tâche. Donc, c'est un projet qui va probablement être mené au courant de l'année là, par plusieurs tables, donc par plusieurs membres de table. Donc, justement, ben, Kevin, si tu as envie de te joindre à la démarche, là, si tu participes aussi pour la table d'accessibilité, ben, ça peut être peut-être une façon de collaborer puis de mutualiser ensemble les ressources. je vous inviterai à m'écrire pour peut-être qu'on organise une petite activité dans la CDP là, à ce sujet-là. Donc, voilà, Avec grand plaisir. parfait. Kevin, on aurait peut-être le temps pour un deuxième point. On verra peut-être pas pour trois, mais on peut lancer le deuxième. Parfait, merci Gabriel. Mon deuxième point, c'est comment se dessine la relation entre le regroupement des centres d'amitié autochtones et Santé Québec. Parce que là, on parle du réseau de santé, mais là, il y a Santé Québec, un, un nouvel acteur entre le ministère puis les équipes terrain. Et donc, Santé Québec, on a la structure de gouvernance qui commence à se construire. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches pour intégrer cette structure d'une manière officielle? Parce que c'est vrai qu'on veut décoloniser, qu'on veut des balises pour la gouvernance, un financement pour pouvoir continuer, mais vu le contexte, est-ce qu'on
Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens? Est-ce qu'il y a des liens avec Santé Québec? Ben, nous, l'évaluation qu'on a faite, c'était vraiment sur le premier volet de financement. Puis comment que ça fonctionnait, c'est que c'était les relations entre les centres d'amitié et le financement passait par les CIUS des régions. Fait que c'est vraiment cet aspect-là, nous, qu'on a évalué. Ça serait plus mes collègues au développement stratégique qui pourraient vous parler là, tu sais, de la structure de Santé Québec. On n'a pas eu à l'évaluer, puis elle n'était pas encore présente dans la période d'évaluation qu'on a faite, fait que je n'ai pas les réponses là, pour l'instant. Merci, Kevin. Est-ce que tu veux y aller avec ton troisième point? Oui, si j'ai le temps, merci. Donc, le troisième point, c'est au sujet de la co-construction puis l'intégration des usagers dans la démarche de recherche. Je comprends que ça prend du temps. Je vis la même réalité. Euh, donc là, votre projet de recherche a commencé en 2021, puis là, on est en 2025. Vous nous montrez les résultats. Est-ce que vous avez des conseils pour l'intégration des patients ou des usagers autochtones dans les démarches qu'on fait? Et sinon, quelle est la perspective? Quand pensez-vous qu'on pourra les inclure? Ben, comme le disait Audrey, nous, on s'est concentré sur les quatre aspects qui étaient l'accessibilité, la collaboration, la gouvernance et les pratiques inspirantes. Fait qu'on n'est pas allé jusqu'à évaluer, tu sais, parce que le mouvement est grand, là, c'est quand même 11 centres d'amitié. On n'est pas allé évaluer, mais on le projette pour le renouvellement, d'aller voir l'effet. Mais je peux vous parler de l'initiative du Centre d'amitié de Val-d'Or parce qu'ils ont une démarche d'évaluation en collaboration avec le CIUS de l'Abitibi, tu sais, qui est, eux, bon, ils le font à l'échelle locale, fait qu'ils sont allés jusque la perspective de mettre en œuvre là, des initiatives là, d'évaluation des clientèles qui viennent dans les centres. J'ai pas, les résultats vont sortir bientôt, mais je sais qu'ils ont utilisé de multiples stratégies là, pour aller rejoindre les clientèles. Ils ne sont pas limités à des questionnaires, mais ils ont fait justement une murale où ce que les personnes autochtones ont pu s'exprimer au niveau artistique avec un artiste. Fait que ça a été une façon pour eux d'aller chercher une collecte de données. Cette pratique-là qui est super inspirante, les résultats vont sortir prochainement, fait que je vais les laisser les présenter. Mais ça peut être des façons de faire intéressantes, là, justement, qui impliquent justement les usagers, les personnes autochtones qui viennent chercher des services. Puis dans les pistes de réflexion, c'est ce qu'on veut aller explorer, nous, de notre côté, là. On l'a fait quand même parce que dans notre posture, on s'assoit dans les centres, on est avec eux dans les centres d'amitié. Fait qu'on les voit, les gens, puis des fois, on a des discussions informelles, mais on n'a pas mis l'accent dans cette évaluation-là sur justement les clients, mais on était plus à un niveau macro, là, si on peut dire. Je Mais sais pas moi, si tu veux rajouter. je veux pas être plate, mais un peu, tu sais, j'inviterais juste la prudence. Tu sais, nous, on a identifié qu'il y a des directions générales de centres d'amitié ou, tu sais, des gens qui ont des postes de coordination dans les centres d'amitié qui trouvent les espaces de co-construction insécurisants sur le plan culturel. Donc, imaginez des usagers qui ont des vulnérabilités, puis que leur contribution peut peut-être influencer là, les soins qu'ils vont avoir ou, tu sais, la relation qu'ils ont. Donc, il y a vraiment comme il faut prendre le temps de construire les relations, puis peut-être, dans votre milieu, est-ce qu'on est rendu là? À Val-d'Or, sont allés sonder les membres, mais c'est fait par le centre d'amitié, puis c'est leurs membres qui se sentent chez eux au centre d'amitié. On n'est peut-être pas là au CHUM. Donc, il faut faire attention de ne pas instrumentaliser les gens, puis pas qu'ils se sentent un peu comme à un endroit, si l'espace n'est pas, on n'a pas fait des démarches de sécurisation culturelle de l'ensemble de l'espace, c'est un peu difficile d'inviter toutes sortes de gens puis qui puissent pleinement contribuer à cet espace de co-construction-là. Puis là, nous, pour les prochains 5 ans, on a comme commencé déjà à imaginer avec les centres d'amitié, mais c'est vraiment quelque chose que même nous, l'Observatoire, on ne va pas prendre le lead. Ça va être mené par les centres d'amitié, puis les centres d'amitié intéressés vont pouvoir vraiment réfléchir aux méthodes qui leur semblent les plus cohérentes et pertinentes dans leur environnement avec les membres de la communauté autochtone urbaine dans leur ville, puis on va les soutenir puis les aider à faire cette collecte de données-là, là où ils sont prêts à le faire, et ils sentent que ça ne va pas nuire au lien de confiance là, des usagers. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose à garder. C'est vraiment inspirant. J'espère, Kevin, que ça a répondu un peu à tes Ah, questions. simplement. Merci. Parfait.
Donc, je vois le temps qui file, donc il est rendu 10h56. Je voulais prendre les dernières minutes pour vous remercier chaleureusement, là, Julie et Audrey, pour toute la préparation de cette activité-là. Vous avez livré ça là, vraiment avec brio. Donc, merci à nos conférencières, merci aux membres de la communauté pratique qui ont participé. Merci d'avoir partagé aussi l'invitation de cette activité dans vos réseaux, dans vos équipes, aussi aux partenaires autochtones avec qui vous travaillez. Merci à notre traductrice qui a mené ça là, tout le long Anonyme. pendant 90 minutes. Merci, Sophia. Je vous ai partagé le lien de notre prochaine activité qui va avoir lieu le 23 avril. Ça va être sur la sécurisation culturelle dans les CHSLD, donc les centres d'hébergement de soins longue durée. Donc, on va avoir trois initiatives qui vont être présentées. Donc, je vous invite à vous inscrire et à partager le lien là, largement dans vos réseaux. Donc, encore une fois, un gros merci pour votre participation. Julie ou Audrey, je vous invite à me recontacter quand vous aurez des nouveaux résultats à venir présenter dans la communauté pratique. Ça sera avec grand plaisir là, qu'on va pouvoir vous accueillir. Donc, une bonne fin de journée à vous tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.